Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président sud-africain Jacob Zuma attendu au Lesotho pour assurer une médiation entre les partis politiques. Depuis la tentative de coup d'État le 30 août dernier, la sous-région craint une déstabilisation du pays. Enarda ne présentera pas de candidat à la prochaine élection présidentielle tunisienne. Le parti dit ne pas souhaiter reproduire le même scénario qu'en Égypte. Et 2 milliards de francs CFA, c'est le coût du plan de riposte contre le virus Ebola que le gouvernement sénégalais est actuellement en train d'élaborer. Mais tout d'abord, l'Union africaine a lancé un appel lundi pour lever les restrictions au voyage vers les pays touchés par le virus Ebola, et ce pour permettre la poursuite des activités commerciales. Plusieurs États limitrophes ont fermé leurs frontières avec ces pays touchés par le virus. D'autres ont interdit l'entrée sur leur territoire aux voyageurs venant des régions concernées. Et plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leur liaison avec les zones où sévit l'épidémie. Dans l'actualité également, le président sud-africain Jacob Zuma devrait se rendre ce mardi au Lesotho pour tenter une médiation entre les différents partis politiques. Lundi, le Premier ministre Thomas Tabane refusait toujours d'annoncer la date de réouverture du Parlement après la tentative de coup de force le 30 août dernier. L'Afrique du Sud craint désormais une déstabilisation du pays. Écoutez à ce propos Marianne Séverin, analyste politique. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud intervient au Lesotho, puisqu'en 1994, alors que le président Nelson Mandela était arrivé à peine au pouvoir, il y avait déjà eu un coup d'État et l'Afrique du Sud avait dû intervenir militairement, même si on peut l'avouer que ça n'avait pas été un véritable succès. Donc c'est normal que l'Afrique du Sud, entre guillemets, intervienne, parce que déjà le Lesotho fait partie de la SADC et c'est un pays qui est totalement enclavé dans l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud, qui est quand même un partenaire économique assez important pour le Lesotho, a tout intérêt à ce que ce pays soit pacifié. À Madagascar, les autorités ont procédé vendredi à une importante saisie de bois de rose. 2 présumés trafiquants ont également été interpellés. Les faits se sont produits dans le nord-est de l'île. Des membres du gouvernement qui sont rendus sur place ont promis de renforcer la lutte contre le trafic de cette arme. Yohan Jameta. Il est l'un des trésors de Madagascar. Le bois de rose, à la couleur caractéristique et à l'odeur si particulière, est aussi l'un des fléaux de l'île Rouge. Espèce protégée par Antananarivo et les organisations de protection de l'environnement, le bois de rose est au cœur d'un vaste trafic illégal que le pays a du mal à endiguer. Apprécié en ébénisterie pour sa teinte rosée et en parfumerie pour son essence subtile, le prix d'1 kilo de bois de rose peut atteindre jusqu'à 20 €. La semaine dernière, près de 3000 rondins ont été saisis dans le cadre de la guerre contre le trafic du bois de rose, promise par le président malgache après son élection en janvier 2014. Alors, l'exécutif dans son ensemble a été fortement critiqué pour son inertie et son manque de réactivité jusqu'ici, et surtout après qu'un bateau ait été repéré, ou plutôt 4 bateaux aient été repérés il y a à peu près 15 jours par la population et par les organisations environnementales en train de charger des cargaisons de bois de rose. Le gouvernement, à travers une descente commune du secrétaire d'État de la gendarmerie et du ministre de l'Environnement, a voulu montrer qu'elle a réellement pris le problème à bras-le-corps. Mais l'enjeu de cette lutte dépasserait celui de la cause environnementale. Pour le gouvernement, s'attaquer aux trafiquants du bois de rose et les arrêter, c'est neutraliser les réseaux illégaux qui pillent ce bien protégé. En révélant ces noms et malgré l'enquête en cours, le ministre a voulu en fait non seulement réaffirmer l'existence d'un état de droit, mais également la transparence, sans pour autant gêner l'enquête et le rôle crucial de la justice dans cette affaire, car la population attend une peine exemplaire. Le ministre de l'Environnement Ramparani a par ailleurs promis une tolérance zéro et des résultats. En attendant, des primes seront accordées à tout citoyen délivrant des informations sur le trafic illicite du bois de rose, une manière d'encourager la population à participer à la lutte contre l'exploitation abusive du précieux bois. Des nouvelles à présent du président de l'Assemblée nationale du Niger, Hama Amadou, actuellement en fuite. Pour la première fois depuis qu'il a quitté le pays, il s'exprime. Dans un entretien livré à la presse, il dit être victime d'un complot et nie toujours son implication présumée dans une affaire de trafic d'enfants. En Tunisie, le parti Enarda ne présentera pas de candidat à la présidentielle de novembre prochain. Pour le parti politique, il s'agit d'éviter un scénario qui pourrait conduire le pays à une nouvelle crise comme celle qu'a connue l'Égypte. Il pourrait néanmoins soutenir la candidature d'une personnalité nationale consensuelle capable de servir les objectifs de la révolution. Ibra Adindiaï.
En Tunisie, Ennahda ne participera pas à la présidentielle prévue le 23 novembre 2014. C'est la déclaration faite ce dimanche 7 septembre par le parti. Pour Ennahda, il est question de faciliter la formation d'un gouvernement consensuel qui représenterait tous les Tunisiens. Nous ne voulons pas dominer tous les scrutins, dans la mesure où Ennahda va être largement représenté lors des élections parlementaires le mois prochain. Cependant, pour de nombreux observateurs de la vie politique tunisienne, d'autres raisons expliqueraient cette décision stratégique. Aux rivalités internes qui ont diminué le parti s'ajoutent en effet d'autres causes. Si Ennahda a des chances d'être parmi les premiers dans les élections législatives prévues pour le 26 octobre, il n'en est pas de même pour les élections du premier tour de l'élection présidentielle prévue. Et c'est pour ça qu'Ennahda promeut depuis quelque temps l'idée d'un candidat consensuel qui serait au-dessus des partis. Parce que Ennahda sait pertinemment qu'il ne sera plus maître du jeu, les intentions de vote, les sondages et tout ça, ne lui donne pas la marge de manœuvre requise, comme ce fut le cas au lendemain des élections de l'Assemblée constituante le 23 octobre 2011. Le mouvement Ennahda voudrait qu'il y ait un président consensuel et qui mettrait une série d'accords, notamment l'impunité pour les membres de la Troïka, les deux gouvernements de la Troïka votés par Ennahda sortant, et qui s'était soldé par une faillite inouïe au niveau de la gestion des affaires et par des assassinats politiques et par l'introduction aussi en Tunisie de l'escadron de la mort à la faveur, bien sûr, des compromissions et du laxisme à l'endroit des groupes salafistes et extrémistes religieux terroristes. Rappelons qu'Ennahda avait obtenu 37% des voix lors de l'élection de l'Assemblée nationale constituante en octobre 2012. Pour les législatives prévues le 26 octobre 2014, les œufs sont ouverts après la crise politique que la Tunisie a connue avec l'arrivée d'Ennahda au pouvoir. En Somalie, un attentat suicide a fait 12 morts et une trentaine de blessés au nord de Mogadiscio ce lundi 8 septembre. Les islamistes ont revendiqué l'attaque qui visait les forces de l'Union africaine. Elle intervient une semaine après la mort du chef des Chebab, Abdi Ahmed Godan. Au Sénégal, le premier cas avéré du virus Ebola sur le territoire national inquiète. Le gouvernement a donc décidé de réagir rapidement pour endiguer une éventuelle propagation. Un plan de riposte est en cours d'élaboration dont le coût s'élève à près de 2 milliards de francs CFA. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. Le Sénégal aura besoin de plus de 2 milliards de francs CFA pour son plan de riposte à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Depuis l'apparition du premier cas importé du virus Ebola, l'État du Sénégal s'est fortement mobilisé pour éviter une propagation de cette maladie. La mobilisation d'importantes ressources financières pour une exécution correcte du plan de riposte semble traduire que les autorités sénégalaises ont pris la mesure du danger. En effet, près de 500 millions de francs CFA ont été décaissés par l'État du Sénégal. Nous avons un plan avec un budget. Et ce budget, vraiment, si on doit faire tout ce qu'on veut, avec des habits pour protéger le personnel qui est en contact, mais aussi des gants. Désormais, on voudrait que le personnel ait des gants et des masques pour pouvoir examiner tout le monde sans problème. Mais ça, c'est de l'argent. Donc, il y a tout un plan. La communication, les choses aussi ont été budgétisées par rapport à la communication, par rapport aux outils de communication, par rapport également, vous savez, à la prise en charge des malades, par rapport à la surveillance. On vous a dit que pour surveiller même ces personnes, il faut leur donner à manger, etc. Donc, tout a été calculé et ça tourne pratiquement autour de 2 milliards et quelques. Pour rallonger ce budget, le ministère de la Santé a besoin de la loi rectificative. Mais avant, les parlementaires doivent être bien informés sur les axes d'intervention du gouvernement face à Ebola. Cette session plénière, d'ailleurs, leur a permis d'évoquer toutes les questions sur le plan de riposte, mais aussi la gestion du seul cas importé. Les députés se sont engagés à se joindre à cette lutte. On a pu savoir au moins comment est-ce que les choses ont pu se faire et aussi l'aspect multisectoriel. Et aujourd'hui, les députés vont accompagner. Il y a plusieurs commissions qui ont été créées et qui fonctionnent déjà au niveau du ministère. Les députés vont renforcer de par leurs origines. Vous savez que les députés, c'est des nationaux. Donc certains sont issus des zones frontalières. Vous les avez écoutés. Ils ont leurs inquiétudes et ça va leur permettre de pouvoir contribuer à cette riposte. Dans le cadre de cette riposte contre le virus, le Sénégal a fermé ses frontières dès que l'épidémie a été déclarée hors de contrôle. En l'absence de traitement, le virus a fait plus de 1550 morts sur 3069 cas recensés.
recensés au 26 août par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dont 694 au Libéria, 430 en Guinée et 422 en Sierra Leone. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info.